En 2 mots, moi, c'est, Elias, je suis neuchâtelois, enfin, je suis né, j'ai vécu à Neuchâtel, donc je connais un peu assez bien les institutions, par là autour. Je vais faire quelques présentations de BDS, le mouvement en général, BDS Neuchâtel, et puis ensuite, faire un mini récap sur, la lutte, et la solidarité avec la lutte de libération du peuple palestinien, et puis je vais pas trop faire trop long parce qu'il aura des choses bien plus intéressantes à dire que moi. Heu, En 2 mots, BDS, c'est l'acronyme pour boycott, désinvestissement, sanctions. Donc, tout est dans le terme. Nous, on cherche, le boycott, des institutions, israéliennes, le désinvestissement, donc ça veut dire que, typiquement les fonds monétaires et cetera investissent dans l'apartheid israélien. Nous, on va chercher justement à faire des campagnes de désinvestissement, notamment, contre AXA, où, actuellement, où il y a quelques semaines, ou enfin, ça date de à peu près 6 mois, mais c'est en train de se mettre en place. Il y a une nouvelle campagne contre UBS qui est en train de se mettre en place, qui investit notamment dans l'armement israélien. Donc une des stratégies, c'est de désinvestir, pour affaiblir justement l'apartheid, la colonisation, et l'expropriation de terres, et sanctions. Donc ça, c'est d'un point de vue politique. Et puis je pense que, là, au vu de l'urgence, de la situation actuelle, on est plutôt sur ce penchant-là, et puis on essaye surtout d'avoir des sanctions contre, le régime d'apartheid des génocidaires, d'Israël. Donc, on joue sur ces 3 axes-là. La genèse du mouvement BDS, elle vient directement de Palestine, donc c'est pas nous, Européens, qui avons décidé de suivre, ça. C'est une stratégie palestinienne qui, entre 2000 et 2005, ont créé le mouvement sur la base du boycott, de l'apartheid, sud-africain. En voyant que, en fait, c'était une stratégie qui avait fonctionné dans les années 80, les années 90, enfin jusqu'à la libération de l'Afrique du Sud de l'apartheid. Et donc, en revoyant, l'histoire, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, on décidait donc la collectivité civile, hein, c'est vraiment quelque chose, c'est pas deux trois dirigeants, c'est vraiment, des associations féministes, des syndicats, heu, qui se sont mis ensemble à décider d'une stratégie et ont lancé ce mouvement BDS. Donc, ça, c'est, ce qui se passe en Palestine. Et donc il y a BNS, le BNC, pardon. Je sais plus, le comité national de BDS, en gros, qui se trouve en Palestine. Et ensuite, nous, on est plus ou moins le répondant ici en Suisse. Donc il y a BDS Europe qui chapeaute un peu, enfin qui chapeaute, qui coordonne plutôt tout ce qui se passe en Europe, BDS Suisse qui coordonne un peu ce qui se passe en Suisse, et BDS Neuchâtel, qui est, la section neuchâteloise de BDS Suisse. Donc euh, on fait partie du mouvement, mais on a une complète liberté d'action ou bien de positionnement, etc. Donc peut-être que si jamais sur les réseaux vous voyez que BDS Neuchâtel dit quelque chose et BDS Lausanne autre chose, c'est juste qu'on est des personnes différentes, on se positionne différemment, mais on suit quand même des guidelines. Donc ça, c'est un peu pour. Et comment on s'est créé? Nous, on s'est créé, peu avant octobre 2023. Donc c'était en été 2023, sur l'impulsion de, justement, il y avait, la BDS, Genève, et après BDS Lausanne, et ensuite, il y a un peu eu cette idée de mettre en lien des personnes, sur la commune et la région neuchâteloise, qui veulent, continuer sur cette idée. Puis on s'est mis, et donc, on a commencé à créer la section neuchâteloise de BDS, et à partir de octobre 2023, un peu comme toutes les organisations, qui touchent de près ou de loin à la libération, enfin, à la solidarité avec la Palestine, on n'a que travaillé dans l'urgence. Pourquoi je parle de ça? Donc là, je viens sur, la lutte depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'on peut en tirer, et puis en faire un bref résumé. Enfin, je ne veux pas vous dire, enfin, je pense que vous avez suivi un peu l'actualité, mais, heu, là, depuis 2 ans, heu, pourquoi la lutte de libération pour la Palestine, elle va toujours de l'avant, elle prend toujours de l'ampleur, parce qu'on a vu des grands mouvements, heu, aller, et puis un peu, se casser la gueule, heu, ou alors ne pas prendre. Mais il y a très peu de mobilisation, qui fait en sorte qu'ils mobilisent, quasiment, chaque semaine, chaque 2 semaines, des milliers de personnes dans les rues, un peu mondialement. C'est le même constat. Moi, j'ai décodé un peu, j'ai imaginé 4 raisons à ça. C'est que le fait qu'elle soit basée,
juste, justifiée et intersectionnelle. Basée pourquoi? Parce que en fait, la solidarité avec la libération du peuple palestinien, on peut rien en gagner en tant qu'individu. En tant qu'individu, quand on lutte pour la libération du peuple palestinien, on peut qu'être perdant parce que, ben, il y a des personnes, heu, Joe le premier, j'allais utiliser cet exemple, qui ont perdu leur travail, mais bon, bah, qui ont été professionnellement, lésés au vu de leurs opinions politiques. Il y a des personnes qui ont perdu, des financements, des artistes qui ne peuvent plus se produire à tel ou tel endroit. Enfin, je veux dire, la solidarité avec le peuple palestinien, elle est basée parce qu'on est convaincu qu'on lutte pour la bonne cause. Et puis là, ça arrive sur le deuxième point, c'est que c'est une cause qui est juste. Euh, elle est juste pourquoi? Parce que ben, on a les connaissances historiques pour dire, ok, qu'est-ce qu'un apartheid, qu'est-ce que la colonisation, qu'est-ce que le néocolonialisme, etc. Et on arrive à l'analyser et à dire que là, on est pile là-dedans. Et c'est pour ça que cette lutte est juste. Pourquoi elle est justifiée? Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, bah, parce qu'on a des bases, donc on a le droit international qui est absolument derrière, enfin, qui n'a pas été forgé pour la lutte palestinienne, mais qu'on peut prendre comme référence. Genre, tout ce qui est dit dans les lois internationales vont dans le sens d'une libération totale et complète de la Palestine, parce que les lois internationales dénoncent la colonisation, dénoncent l'occupation, dénoncent l'apartheid, le définissent, et ben, très tardivement, commence à prendre des mesures où là, on a la Cour internationale de justice qui... Alors, il y a eu tout le débat médiatique de est-ce que c'est un génocide ou pas, et puis il y a eu ça, mais il y a aussi une autre plainte, enfin une autre consultation de l'ICJ qui a été faite durant l'année dernière et qui datait, enfin, la demande de l'ONU datait d'avant octobre 2023, et et qui disait est-ce que Israël, oui ou non, commet un apartheid? Et ils sont arrivés à la conclusion que oui. Et la Suisse a participé justement à ces délibérations et puis ces réflexions. Euh, donc, elle est justifiée par le droit international, par des institutions internationales, mais aussi par des références qui, j'espère, sont pour toutes et tous nos références. Donc, ça veut dire les droits humains. Et pour ça, je ne vais pas dire les meilleurs représentants, mais en tout cas, les organisations qui prennent plus ça, bah, c'est Amnesty International, Human Rights Watch, etc., arrivent à la conclusion que ce qui se passe en Palestine est une colonisation, un apartheid, une occupation et maintenant un génocide. Donc, elle est justifiée parce qu'on a les bases pour la justifier. Et donc, la dernière raison que je vais développer ici, mais je pense qu'il y en a encore une dizaine d'autres, c'est qu'elle est intersectionnelle. La lutte de libération, la solidarité avec la lutte de libération du peuple palestinien, elle est intersectionnelle dans le sens où elle va regrouper des questions euh, très larges qui vont au-delà de juste est-ce que la Palestine doit appartenir à la Palestine ou est-ce qu'elle doit être sioniste. La question, elle n'est pas là. Et justement, ben, l'exemple parfait, c'est BDS. Enfin, c'est pas l'exemple parfait, pas dire que l'organisation est parfaite, mais l'exemple que j'ai envie de prendre pour l'intersectionnalité, c'est que justement, BDS, dans l'envie de trouver un moyen de libérer le peuple palestinien, a dû euh, jouer ou a dû faire quelque chose avec la société civile qui a été constituée par des syndicats, des actions féministes, des agriculteurs, agricultrices, etc. Donc différentes personnes qui avaient chacun et chacune leurs demandes et leurs revendications et sont arrivés à, ok, nous on veut la libération, donc c'est la cause commune qui a réuni tout ça. Et à l'inverse, ici en Europe, c'est enfin, c'est la cause palestinienne où chaque lutte un peu sectionnée les unes à côté des autres se sont vues en la lutte palestinienne parce que se sont dit, mais en fait, bah, le viol est utilisé comme arme de guerre, donc bah, évidemment ça touche à des questions féministes et de droits humains, sur le droit des enfants, sur l'écologie, parce que bah, là on est sur un écocide immense. Enfin, il y a je sais plus c'est quoi les derniers chiffres, mais X fois Hiroshima en termes de bombes qui a été larguée sur la bande de Gaza à l'heure actuelle. Donc ça, en termes écologiques, ben, c'est désastreux, etc., etc. Donc tout ça, ça a réuni justement ben, les écolos, les féministes, les anticoloniaux, antiracistes, etc., qui se sont retrouvés dans la question palestinienne, et ça a poussé justement
depuis 2 ans où ça s'est un peu accéléré, je vais finir là-dessus, ensuite je te laisse, ça a poussé les personnes qui luttaient pour la Palestine à devoir réfléchir, mais pourquoi en fait on lutte pour la Palestine? On lutte pas pour la libération du peuple palestinien, on lutte pour un monde plus juste. Et en luttant pour un monde plus juste, on arrive à justement une nouvelle forme de lutte où c'est beaucoup plus facile, parce que on se connaît mieux. Les personnes qui luttent pour la libération de la Palestine vont chercher, je vais prendre l'exemple du féminisme, vont chercher les féministes pour les questions liées au féminisme et puis vont mettre en corrélation où est-ce qu'on est d'accord, où est-ce qu'on n'est pas d'accord et puis finalement se rendre compte qu'on est d'accord sur quasiment tout. Enfin, la lutte palestinienne est une lutte féministe et la lutte féministe est par définition antiraciste et anticoloniale. Et une fois qu'on s'est rendu compte de ça, on n'est peut-être pas d'accord sur des détails, mais sur la ligne euh, qui nous porte vers l'avant, on est d'accord et donc on peut travailler ensemble. Donc si je dois finir sur une phrase, c'est de continuer justement à faire ça, en venant à des conférences et en faisant le travail aussi de fond, entre nous, aller dans nos collectifs, nos familles, nos lieux de travail, nos partis politiques, etc. Et à bien expliquer que la lutte pour la libération de la cause palestinienne n'est pas une question arabe, n'est pas une question musulmane, mais c'est une question humaine, féministe, antiraciste, anticoloniale, décoloniale, etc. etc. Je vais finir là-dessus parce que tu auras beaucoup plus de choses intéressantes à dire et je dois te donner le micro. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs et les organisatrices de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir d'être là avec vous ce soir. Et je voudrais juste ajouter aussi concernant Eliès, c'est quelqu'un qui a aussi joué un rôle très important au sein de l'Université de Lausanne, comme d'autres étudiants qui sont aussi présents ici, qui a amené notamment cette mobilisation et qui montre que les mobilisations paient. Euh, L'Université de Lausanne a récemment, la direction, euh, vu le- la lumière, comme on dit, en notifiant qu'il était peut-être vrai que l'Université hébraïque de Jérusalem violait le droit international et l'éthique de l'Université de Lausanne un an après les mobilisations qui se sont déroulées. Et ça, c'est aussi pour où on peut commencer aujourd'hui, Elias. C'est la question des mobilisations par en bas sont fondamentales. Et j'y reviendrai, ça sera en partie ma dernière section dans ma présentation. J'ai pas envie d'être trop long non plus pour avoir un échange, parce que c'est là où c'est le plus important et le plus intéressant, parce que moi, vraiment, je le pense quand je viens ici, c'est moi, je vais apprendre de vos questions, de vos réflexions, euh, et comme ça, j'espère être encore plus utile pour les prochaines conférences, mais aussi pour le travail au quotidien. Et puis donc voilà, et comment on construit ensemble des mobilisations futures, des solidarités futures, des compréhensions mutuelles. Donc voilà, c'est un peu la base, je veux dire, tout d'abord de ma présentation. Et maintenant, aussi, faire en 3 parties principales, c'est-à-dire de commencer entre guillemets, sur la Palestine, de comprendre dans son contexte régional, international, et quel est notre rôle dans la solidarité internationale. Euh, c'est un peu la démarche que j'ai suivie par rapport au livre qui est présent. Et bien sûr, il est important de rebondir notamment sur l'actualité, parce que ce qui s'est passé, ce qui maintenant déjà s'appelle la guerre des 12 jours, selon le président états-unien Trump, la nouvelle guerre contre l'Iran s'inscrit dans une dynamique qui s'est enclenchée à la suite du 7 octobre, qui a commencé avec la bande de Gaza, la Cisjordanie, une accélération de la colonisation, de l'occupation, de l'accumulation par dépossession des terres, des attaques sur les villages palestiniens, la violence très accrue, qu'on ne parle pas souvent, mais des Palestiniens de 48, Palestiniennes de 48, qui n'a cessé également de s'augmenter, pour ensuite s'étendre au Liban entre septembre et novembre l'année passée, et qui continue. Ensuite, occupation plus large de la Syrie, et finalement cette guerre en Iran, mais aussi avec des bombardements continus sur le Yémen. Parce qu'il faut savoir, dans ces 12 derniers jours, et une des raisons pour lesquelles cette guerre a été lancée, j'y reviendrai sur le contexte plus global, mais c'est aussi de détourner ou de redorer plutôt l'image d'Israël dans le monde, particulièrement dans les États européens où la pression populaire monte
Si vous regardez quelques jours avant euh, le déclenchement de cette guerre, qui est pour moi américano-israélienne à 100% et pas séparée, euh, vous aviez euh, l'Union européenne qui allait revoir ses accords avec Israël. Bon, insuffisant. Et encore hier, ils ont dit que, bon, malgré qu'il y a des violations des accords, on ne va pas forcément imposer des sanctions. Mais il y a eu quand même certaines sanctions qui ont été prises par des pays anglo-saxons, qui ont des ministres dits extrémistes, comme si les autres étaient modérés, mais de l'extrême droite fascisante israélienne, Smotrich et autres, et qui montrent quand même voilà, une nécessité de réagir, pas parce que Macron et co ont vu la lumière de nouveau, mais parce qu'il y a eu des mobilisations très importantes. Et c'est une des raisons. Après, il y en a d'autres. La guerre contre l'Iran actuellement, c'était une volonté de consolider l'hégémonie américano-israélienne dans la région. Et cette hégémonie, elle se fait comment? Et ils l'ont dit. Trump et à Biden avant, mais Trump et Netanyahu, on impose soi-disant la paix par la guerre. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'on impose l'hégémonie par la guerre, par la force, par la puissance. Et ce qui s'inscrit plus généralement, et ça en reviendra en conclusion, dans un contexte international où on a un bloc que j'appelle néolibéral autoritaire, constitué des Macron, Biden, Merkel et autres, qui sont de plus en plus autoritaires, tout en clamant d'être des démocrates qui ne sont pas. Et on voit le bilan de Macron au pouvoir, c'est toujours moins de démocratie, de droits démocratiques. Et un autre bloc fascisant, extrême droite, certains parlent de post-fasciste sans rentrer dans ces définitions, mais un bloc qui veut imposer son hégémonie par la force. Et d'autres moyens également, comme le racisme et autres, qui est fondamental aussi dans la question palestinienne. L'autre raison, c'était affaiblir le régime iranien des mollahs, le programme nucléaire, redorer le blason d'Israël au niveau international. Dans les pays des États-Unis et en Israël, il y avait des oppositions internes. On a parlé en Israël. Une semaine avant, ou quelques jours auparavant, il y avait une motion de censure contre le gouvernement de Netanyahou. Et aux États-Unis, ils faisaient face à une contestation interne relativement importante suite aux descentes absolument réactionnaires, fascisantes contre les migrants dans plusieurs villes états-uniennes. Si vous avez vu, vous envoyez la garde nationale et autres. Donc c'était une manière aussi de, voilà, soi-disant sous l'union sacrée, on se met derrière le... Et ça marche en partie dans les deux parties, dans les deux pays. Que dire maintenant des objectifs qui ont été, est-ce qu'ils ont été réalisés ou pas, et à quel coût humain? Les chiffres en Iran, c'est 600 à 800 morts. Les infrastructures civiles aussi détruites, les infrastructures nucléaires touchées également. Mais pour l'instant, les informations disent, même s'ils ont été endommagés sérieusement, le programme nucléaire va être retardé de quelques mois. Le régime iranien a été potentiellement déstabilisé, mais pas non plus énormément. Et d'ailleurs, ils vont utiliser ces attaques pour renforcer leur répression contre les opposants et les opposantes qui, dans leur grande majorité, qui sont représentatifs et représentatives, se sont opposés à cette guerre. Hein. Si vous regardez le mouvement Femmes Liberté, pour la plus grande part des constituants, des partis de gauche, démocrates, ils sont opposés à cette guerre. Et contrairement, comme vous avez pu voir dans certains médias occidentaux, c'est pas l'ancien monarque, le Shah Pahlavi, qui représente les Iraniennes. Ils ont essayé de le remettre vers l'avant en disant c'était un représentant de l'opposition important, etc. Pas du tout. Et donc là, il va y avoir de nouveau une forme de répression accrue du régime iranien qui, tout en s'opposant à ces frappes, à cette guerre qui a été menée par les États-Unis et Israël, il faut rappeler, on s'oppose également à ce régime qui est oppresseur, réactionnaire, qui opprime pas simplement son peuple, mais qui a joué un rôle plus que négatif à travers la région. Si on regarde son rôle direct ou indirect par des soutiens à des forces politiques, en Irak, il a soutenu des forces politiques qui ont massacré des Irakiens et Irakiennes, notamment ou réprimé très férocement lors du soulèvement populaire irakien en 2019. L'Iran a joué un rôle direct pour aider l'ancien dictateur syrien, Bachar al-Assad, pour se maintenir au pouvoir, au Liban, au soutien au Hezbollah, etc. Et donc, mais comment on comprend en fait, parce que quand je vous disais, cette attaque a aussi lieu dans un mouvement où le mouvement international pour la solidarité avec la Palestine continue à monter. Okay, ça continue à monter. Et tout de suite, dès que Israël et les États-Unis ont attaqué,
vous avez pu entendre l'entièreté des classes dirigeantes européennes, même ceux qui ont un discours un peu plus négatif ou critique envers l'État d'Israël, dire nous sommes derrière l'État d'Israël qui agit en légitime défense et qui subit une menace existentielle. Bon, en disant que l'Iran allait obtenir l'arme nucléaire là dans les 6 mois. Je vais vous ressortir des articles de journaux depuis le début des années 90 qui annoncent que le programme iranien est à 2 doigts d'obtenir l'arme nucléaire dans les 6 mois, 2 ans à venir. Donc à chaque fois, on repousse. Mais pourquoi ce soutien? Pourquoi cette violence génocidaire par rapport aux Palestiniens, aux Palestiniennes? Et c'est là un des buts, c'est de comprendre également qu'on lutte face à l'État d'Israël, face à ses soutiens, parce que ça c'est notre rôle ici. Personne ne va aller. Les Palestiniens ne vous demandent pas d'aller en Palestine, mais de lutter contre vos propres classes dirigeantes. Quel est notre rôle là-dedans? Et c'est de comprendre à quoi on fait face. Et là, dans ce cadre-là, il faut revenir à la racine historique de ce qu'est l'État d'Israël, sa place dans la scène politique internationale ou dans le système impérialiste international, et particulièrement au Moyen-Orient, pour comprendre notre rôle dans la solidarité internationale, aussi comprendre que les Palestiniens et Palestiniennes, à travers leur histoire, que ce soit dans leur opposition avant l'existence de la création de l'État d'Israël face au projet sioniste, n'ont jamais, entre guillemets, simplement lutté contre le projet colonial sioniste ou l'État d'Israël. Ils ont toujours fait face à cela, plus leur soutien impérialiste. D'accord? Ça, c'était le cas durant le mandat britannique, et c'est le cas encore plus aujourd'hui. Parce que le génocide, parce que les guerres, je vous en ai parlé, Liban, Syrie, Iran, bombardement au Yémen, serait simplement impossible sans le soutien des États-Unis. C'est impossible. Entre octobre 2023 et octobre 2024, vous avez eu 18 milliards de dollars qui ont été fournis directement à l'État d'Israël. Depuis 1967, c'est une moyenne de 3,5 à 4 milliards de dollars par année. C'est le premier récipient de l'aide internationale dans le monde. Okay? Donc, il faut comprendre d'où vient ce soutien. Il faut comprendre d'où vient aussi le fait que, quand vous regardez, et il faut faire attention à tous les sondages qui sont cités, mais il y a plusieurs sondages qui sont sortis dernièrement qui confirment que plus de 80% de la population israélienne de confession juive verrait d'un bon œil le déplacement forcé des Palestiniens et Palestiniennes de Gaza. Plus de 50% verraient d'un bon œil le déplacement forcé des Palestiniens et Palestiniens citoyens d'Israël, ça veut dire les Palestiniens de 48. D'où vient cela? Et ce n'est pas parce qu'ils sont nés avec un ADN différent, il ne faut pas tomber dans des excuses ou dans des explications essentialistes. Parce que c'est quelque chose que, essentialiste, ou dans le sens, on explique l'attitude politique de population à cause de leur ethnie, confession, ce que, au niveau des personnes qui sont issues du Moyen-Orient et Afrique du Nord, on subit trop souvent. On va expliquer la violence qu'il y aurait un patriarcat inné chez les dits arabes / musulmans. Et dès lors, il ne faut pas tomber dans le même travers pour expliquer le comportement politique de l'État d'Israël ou d'une majorité de sa population. Et là, je vais revenir au contexte historique, c'est de comprendre que l'État d'Israël, et ce qui se passe quand vous entendez très souvent à la télévision, ce qui est très embêtant, de regarder les médias dominants de la RTS, France 2, TF1, mais ça aussi vous permet de comprendre l'État, comment les classes dirigeantes essayent de transmettre l'image. Souvent, on va vous dire c'est un conflit éternel entre arabes et juifs, sachant qu'on peut être arabe et juif, en fait. Ou un conflit éternel entre deux civilisations, une musulmane et l'autre juive. C'est pas du tout ça. Et c'est pas non plus un conflit entre deux terres, etc. Non, c'est une question coloniale. Le projet colonial, d'abord sioniste et ensuite israélien, prend sa source dans l'histoire européenne. Et d'ailleurs, c'est une autre chose à dire, c'est que le projet colonial israélien reste profondément européen. Quand vous voyez la structure sociale quand les Ashkénazes, ça veut dire israéliens d'origine
d'Europe sont encore dominants très fortement comme élite politique et économique. C'est un projet colonial. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit qu'au XIXe siècle, ce projet colonial prend racine sur 3 dynamiques principales. Le développement des États-nations exclusifs, c'est le modèle dominant en Europe. Il faut créer ces États-nations exclusifs dans lesquels il y a une montée d'antisémitisme parce que les Juifs sont considérés comme des non-blancs dans toute l'Europe quasiment. Et particulièrement dans l'Europe de l'Est où ils vont subir des pogroms absolument terribles. C'est des citoyens de seconde zone. Mais même dans l'Europe occidentale, il y a des déçus de la dite Révolution française qui promet l'égalité des droits. Et c'est en fait l'affaire Dreyfus, si vous connaissez, au fin du 19e siècle, qui va sonner que... Donc c'est un officier français de confession juive qui est accusé de trahison, mais c'est toute une affaire antisémite. Et c'est en fait la déception un peu que même la France, dit pays libéral, permettant l'égalité, va naître un peu en partie le sionisme. Et le dernier élément, c'est la question coloniale. Si vous regardez les textes de Theodor Herzl, qui est initialement un libéral autrichien plutôt, assimilateur et autres, il vend le projet sioniste, comment il décrit, comme on va aller coloniser des terres. Et notre but, c'est un peu d'arriver au niveau des populations blanches, d'être des blancs européens, parce qu'on ne l'est pas encore. Et d'ailleurs, il a un discours relativement négatif envers les populations juives qui fuient les pogroms d'Europe orientale, qui sont considérés comme trop religieux, comme pas assez modernes et autres. Vous avez des passages, mais c'est aussi, voilà, c'est le discours de l'époque. Le 19e siècle, c'est l'expansion massive de la colonisation européenne à travers le monde. L'Afrique subsaharienne, les différents Afrique aussi du Nord, Moyen-Orient, Asie et autres. C'est une période d'expansion coloniale. Et c'est ça les sources du projet colonial israélien, du projet colonial sioniste. Donc, c'est-à-dire la création de nations d'États, et donc il n'y a pas d'autre alternative, l'antisémitisme montant, et finalement les projets coloniaux. Dans ce cadre-là, quel type de colonie de peuplement on a à faire face? Parce que ça, c'est aussi une différence quand on regarde les autres colonies de peuplement. Souvent, la comparaison, elle est avec l'Algérie, l'Afrique du Sud, pour des raisons évidentes, parce que l'Afrique du Sud, c'est relativement récent. L'Algérie, il y a quand même, on est influencé par l'héritage politique de la France. Mais dans ces 2 colonies de peuplement, le but premier, ce n'est pas l'élimination de toute la population indigène, même si en Algérie, au 19e siècle, il y a un tiers de la population qui est éliminée lors du soulèvement. Le but premier, c'est l'exploitation des populations locales. Et dans le cadre israélien, c'est pas là la comparaison. C'est ce qui s'est passé en Australie, en Amérique du Nord. C'est une colonie de peuplement qui vise à l'élimination des populations indigènes, ou bien, ce qui fait partie d'un génocide aussi, de laisser quelques camps, comme vous avez les camps des Indiens, des populations indigènes d'Amérique du Nord, en Australie, détruire finalement toute possibilité de développement politique, culturel des populations indigènes historiques. Et c'est aussi comme ça qu'on comprend le génocide. C'est qu'à aucun moment, les Israéliens ne cherchent à exploiter cette population palestinienne. Jusqu'à aujourd'hui, et avant le 7 octobre, vous aviez des territoires occupés palestiniens, 100 000 à 120 000 travailleurs palestiniens qui venaient de Cisjordanie vers les territoires qu'on appelle aujourd'hui Israël, la Palestine de 48, et de Gaza 10 à 20 000. Okay? Et ceux des Palestiniens et Palestiniennes de 48 n'occupent pas des places fondamentales ou essentielles, pardon, pour faire marcher l'économie israélienne. Donc s'ils se mettent en grève, ils ne vont pas bloquer l'économie israélienne. Parce que historiquement, alors bien sûr, il y a des clivages. Il y a eu des débats au sein de la classe dirigeante israélienne, surtout après 67. Parce que vous avez la création d'Israël en 48, c'est ce qu'on appelle la Nakba en arabe, la catastrophe, où c'est plus de 80% de la population palestinienne qui est déplacée, prise du territoire. D'ailleurs, Gaza est une création relativement moderne. Il n'y avait pas de bande de Gaza. C'est un territoire créé de facto, si vous voulez, comme géographie. Si vous voulez, la géographie de Gaza, c'est beaucoup plus large. Et c'est en partie les visages qui ont été touchés, qui ont été ciblés lors du 7 octobre, ce qui faisait partie de le Gaza historique. Et en 67, ce qui s'est passé, c'est que les Palestiniens et Palestiniennes ont appris des erreurs
ou entre guillemets, ont appris de 48 plutôt. C'est-à-dire, ils ne sont pas partis, ils sont restés. Et c'est pour la première fois, ils ont dû gérer une population palestinienne. Et là, il y a eu en partie exploitation, mais qui s'est arrêtée de manière entre 67 et 90, 90, c'est relativement important. On a plusieurs centaines de milliers de Palestiniens qui sont disons, utilisés comme travailleurs. Mais après les accords d'Oslo, ça diminue fortement, et surtout après l'intifada des années 2000, donc est le soulèvement populaire palestinien. Donc ça, cette caractéristique de colonie de peuplement qui vise l'élimination est fondamentale pour comprendre la violence de l'État d'Israël contre les Palestiniens et Palestiniennes. Parce que quand vous devez exploiter une population, vous devez dealer avec elle, vous devez trouver des accords. Et encore, ça ne veut pas dire que l'apartheid d'Afrique du Sud ou ce qui s'est passé en Algérie n'était pas violent. C'est juste une violence différente et qui s'exprime encore de manière décuplée. D'accord Et c'est aussi comme ça qu'on comprend ce génocide. Donc, et de même, dans ce projet colonial de peuplement, parce que souvent, on se focalise, et d'ailleurs les médias, à chaque fois, ils nous rappellent qu'à chaque élection israélienne, c'est le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. Bon, même discours depuis 20 ans, à chaque élection. Bien sûr que ce gouvernement est problématique et quasi fascisant. C'est eux-mêmes certains ministres qui se présentent de cette manière. Mais le problème, il n'est pas uniquement avec ce gouvernement. Il est avec la nature de l'État colonial, de peuplement, d'apartheid qu'est Israël. Et que ça a été construit depuis 1948. Par qui? Par historiquement la gauche israélienne, et particulièrement le syndicat israélien Estadrout, qui avait ce slogan travail juif, terre juive, produit juif. Donc éliminer le Palestinien et Palestinienne de la structure économique. Et c'est eux qui ont établi les structures du futur État israélien. Et c'est la gauche sioniste qui a contrôlé la scène politique ou dominé la scène politique israélienne, en tout cas jusqu'au début des années 70-80. Souvent, quand vous allez entendre Rabin, homme de paix. Rabin, c'est celui qui a été qui a été assassiné par ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, par des extrémistes de droite israéliens qui sont aujourd'hui au pouvoir. Rabin, c'était celui qui avait dit lors de la première intifada dans les années 80, fin des années 80, non, il faut casser les bras de ces jeunes Palestiniens qui lancent des pierres. C'est lui qui avait lancé ce mouvement. C'est lui qui avait dit aussi encourager la politique de dédéveloppement des territoires palestiniens. Qu'est-ce que ça veut dire dédéveloppement? Ça veut dire on va laisser aucune économie productive se développer parce que les Palestiniens doivent être dépendants de nos produits. Jusqu'à aujourd'hui, la majorité des produits que vous allez trouver dans les territoires occupés, Cisjordanie, moins Gaza aujourd'hui, mais Cisjordanie, c'est des produits israéliens parce qu'on ne laisse pas l'agriculture, l'industrie manufacturière se développer. Et donc là, on voit le problème, et c'est pour ça que, bien sûr qu'il y a des différences d'orientation politique, de trajectoire politique entre la gauche et la droite sioniste, mais ils sont tous d'accord pour maintenir un état d'apartheid. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat sur la souffrance des Palestiniens et Palestiniens. Le débat qu'il y a, c'est comment mieux ramener les otages et quelle future politique pour la bande de Gaza. Mais ce n'est pas un débat sur la souffrance des Palestiniens et Palestiniennes. Il n'y a aucun qui est d'accord pour le droit au retour des Palestiniens et Palestiniennes, qui sont aujourd'hui 5 à 6 millions, soit en Palestine historiquement ou dans les territoires aux alentours. D'ailleurs, un certain nombre ont loué les actions de Benjamin Netanyahou contre l'Iran, reprenant le discours qu'il s'agissait d'une menace existentielle. Pour, en l'occurrence, le seul pays de la région qui a véritablement la bombe nucléaire depuis plus de 50 ans. Bon. Donc d'abord, ça c'est le premier élément. La violence qu'on trouve, c'est issu de cette histoire de colonie de peuplement. D'accord? Mais comment cette colonie de peuplement, elle a pu se réaliser? Parce que si vous regardez l'Amérique du Nord et l'Australie, vous aviez une métropole. C'était les Anglais, Londres, qui aidaient pour développer sa colonie de peuplement. Okay? La France pour l'Algérie, l'Angleterre pour l'Amérique du Nord. Comment le projectionniste, il n'avait pas de métropole, il n'avait pas de pays. Ben, il allait taper à la porte d'un certain nombre d'États en disant « on peut vous servir pour vos projets impérialistes ». Et c'est ce qui se passait avec la Grande-Bretagne au début. Et c'est là, en 1917, on a la déclaration Balfour, qui promet un foyer national juif en Palestine, avec des droits garantis. De nouveau, on nie l'existence des Palestiniens aux non-juifs, un certain droit. Et il faut savoir, et c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans un truc, c'est aussi par forme
Lord Balfour, c'est quelqu'un qui est profondément antisémite. C'est lui qui a mis en place les lois au début du XXe siècle qui s'appellent les Alien Laws. C'est quoi les Alien Laws? C'est des lois qui ont été mises en place en Grande-Bretagne pour empêcher l'émigration des populations juives d'Orient oriental qui fuyaient les pogroms de l'Empire tsariste et autres. Ils ne voulaient pas qu'ils viennent. Et le seul ministre qui s'est opposé à la déclaration de Balfour en 1917 dans ce gouvernement, c'est un ministre de confession juive, d'orientation libérale, qui s'appelait Montaigu. Et il a dit par cette déclaration, par cette décision, vous confirmez les dires de l'extrême droite britannique qui dit « Nous ne sommes pas des vrais citoyens britanniques et on aurait une loyauté vers une autre nation ». Et en l'occurrence, le mouvement sioniste est minoritaire, en tout cas jusqu'à la Shoah, au sein des populations juives européennes. Il existe, et encore une fois, c'est un projet européen parce que le sionisme est inexistant dans les populations juives du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Quasi inexistant. C'est un projet européen. Et en fait, la majorité des populations juives d'Europe, politiquement, ils sont ou à gauche, notamment dans le mouvement du Bund, qui est un mouvement ouvrier très important, ou bien au sein des partis de type communiste, socialiste. Vous avez aussi des mouvements libéraux et autres. Et les sionistes sont perçus, notamment par la gauche, comme un mouvement défaitiste. Pourquoi? Parce qu'ils disent, finalement, ils sont d'accord avec l'extrême droite. On n'est pas véritablement des citoyens de ces pays. Et voilà, on va être exclus quoi qu'il arrive. Donc on ne combat pas, on fuit. Donc ils sont perçus très négativement. Vous avez tout un certain nombre d'une littérature qui parle de ça, sur ces questions. Et donc le sionisme va, pour vivre son projet, va se vendre à l'impérialisme. Va se vendre à l'impérialisme depuis ses débuts. Et d'ailleurs, là, vous avez une continuation aussi dans le cadre du discours. Et je reviendrai sur une question fondamentalement raciste. Si vous regardez le discours de Theodor Herzl et de Netanyahou, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes un bastion occidental, nous sommes la première barrière face à la barbarie à l'époque orientale, islamique, arabe, etc. Et aujourd'hui, Netanyahou dit la même chose. Nous sommes la première barrière, nous sommes le premier rempart face à la barbarie islamique. Donc aussi un discours qui, et encore une fois, qui s'inscrit au début du XXe siècle dans une attitude, dans une mentalité coloniale totale, et qui est continue avec Netanyahou et ses sbires. Mais ça n'explique toujours pas le soutien des États-Unis. Et il va y avoir, parce que de 17 et avec la création de l'État d'Israël, parce que le mandat britannique va favoriser les institutions du mouvement sioniste en Israël, en Palestine, pardon, qui s'appelle Palestine, le mandat d'ailleurs. Il va favoriser le développement de ces institutions et dans lequel le syndicat Israël va jouer un très grand rôle, notamment dans l'accueil des populations juives qui fuient le nazisme et le fascisme des années 30, pour leur trouver du travail, pour les accueillir et autres. Et d'ailleurs, pour vous dire encore une fois pourquoi le sionisme n'était pas très populaire, c'est véritablement l'explosion de la migration des populations juives, notamment occidentales et centrales, vers la Palestine, c'est les années 30. C'est la montée du fascisme et 40. Et dans ce cadre-là, ils vont favoriser l'infrastructure. D'ailleurs, et pourquoi je vous dis ils se vendent un peu à l'impérialisme, c'est lorsqu'il y a la grande révolte palestinienne de 1936 contre le mandat britannique et la colonisation qui se détend du mouvement sioniste. D'abord, il y a des grèves énormes dans les principales villes palestiniennes qui durent plus de 6 mois. Et c'est une lutte qui mène pendant 3 ans. Les Britanniques vont ramener 100 000 soldats pour essayer de la mater. Bombardement. Et en fait, le mouvement sioniste va fournir des milices, mais va aussi envoyer des travailleurs pour casser les grèves des Palestiniens et Palestiniennes, pour faire marcher les infrastructures et autres. Et après ces 3 ans, en fait, la résistance palestinienne est complètement défaite. Et c'est pour ça que 10 ans après, voilà, ils ont peu d'organisation de résistance lors de la Nakba. Mais donc, entre 48 et 67, déjà, ils jouent un rôle aussi, toujours en faveur des anciennes puissances coloniales. Ce qu'on appelle dans vos livres d'histoire l'intervention de Suez, qui est la guerre de Suez à la suite de la nationalisation du régime égyptien de Nasser, c'est la France, l'Angleterre et Israël. Et Israël, ensemble. Et en contrepartie, Israël recevra la technologie nucléaire de la France. Il y a aussi des deals qui sont faits là-dessus. Mais c'est surtout 67. 67, Israël attaque
différents pays, et notamment différents pays de la région, mais deux qui sont considérés à l'époque comme deux pays qui challenge, qui défient l'hégémonie américaine dans la région et qui peuvent faire penser à une alternative politique. C'est le régime baassiste de gauche, syrien de Salah Jdid, et le régime nassérien, qui représente le socialisme arabe, une forme d'indépendance. Alors on peut revenir dans la question, il y a toute une sorte de critiques qu'on peut faire sur ces deux régimes. Manque de démocratie, sont autoritaires. Euh, et bon, il y a tout un certain nombre, mais on peut revenir, il y a des limites très conséquentes, mais ils ont acquis une sorte de souveraineté nationale, une redistribution des richesses relativement importante. Et ils soutiennent la cause palestinienne, en partie. Mais là, Israël, par sa force, montre qu'ils peuvent être un atout pour l'impérialisme occidental. Parce que ces deux pays, en plus, alliés à l'Union soviétique. Et c'est à partir de là que les États-Unis vont commencer à soutenir Israël, qu'ils voient comme un atout très important pour consolider son hégémonie sur la région. Et c'est aussi une réponse, c'est une leçon apprise de la guerre du Vietnam. On veut moins d'intervention et on veut s'appuyer sur des gendarmes. Et donc là, ils vont s'appuyer sur ces décennies-là, sur Israël, pilier, la Turquie, l'Arabie Saoudite et l'Iran, en partie. Mais Israël, pourquoi vu que sa nature de colonie de peuplement, il a besoin d'un soutien extérieur pour survivre. Surtout, il est perçu jusqu'à aujourd'hui, et par ses actions, comme un élément extérieur encore à la région. Et il a besoin de ce soutien et de se vendre comme le meilleur atout de l'impérialisme occidental. Et depuis 1967, il va s'attaquer à tout mouvement ou tous États qui défient l'impérialisme occidental. Alors dans les années 60, 70, 80, c'est surtout les organisations de gauche ou l'organisation de libération de la Palestine. C'est pour ça qu'ils interviennent, c'est qu'ils occupent le Liban pendant 20 ans. Ils mènent des attaques à droite et à gauche. Et c'est là où Israël devient fondamentalement important. Mais pourquoi aussi les États-Unis soutiennent tellement Israël dans cette région? Qu'est-ce qu'est la particularité de cette région? S'il y en a une seule, c'est pas dû parce qu'ils sont majorité arabe et ou musulmans, comme certaines veulent faire croire, c'est parce que c'est la concentration des énergies fossiles, qui est devenue l'énergie principale dans le monde après la Deuxième Guerre mondiale, qui a remplacé le charbon. Et donc tout changement de pouvoir dans les monarchies du Golfe aurait été catastrophique pour l'économie politique internationale. Ils devaient maintenir un prix du pétrole à bas prix et de contrôler sa distribution. Jusqu'à aujourd'hui, c'est fondamental. Et d'ailleurs, l'Iran a fait voter au Parlement la fermeture du détroit d'Ormuz, mais ne l'a pas mise en place. Bon, moi je ne pense pas qu'il l'aurait mis en place parce que ça aurait amené une réponse beaucoup plus encore dure des États-Unis et que ces nouveaux alliés, avec les formes de normalisation qu'ils ont mises en place avec les monarchies du Golfe, aussi ne les auraient pas arrangées. De même que l'Iran fournit un certain nombre de ressources pétrolières aussi à la Chine, qui n'aurait pas vu cela d'un bon année. Donc ces questions de commerce international, le Moyen-Orient joue un rôle fondamental dans l'économie politique internationale. Et c'est aussi pour ça qu'on dit que la Palestine est une cause fondamentalement écologiste. Il y a l'écocide, bien sûr, qui se passe, mais aussi en soutenant la Palestine et en remettant en cause l'impérialisme américain et son atout principal dans la région, Israël, de maintenir, voilà cet équilibre de défense en soi, c'est aussi maintenir une économie politique internationale qui favorise les énergies fossiles et les intérêts américains dans le monde. Et dès lors, dans ce cadre-là, on voit aussi comment ça devient une cause écologiste aussi, la Palestine. Mais donc, l'impérialisme est fondamental jusqu'à aujourd'hui pour comprendre le soutien, maintenir l'hégémonie américaine. Et cela aussi, c'est pour ça que les États-Unis poussaient tellement pour la normalisation entre Israël et les pays arabes. Ça a été l'objectif principal depuis le début des années 90, pour l'intégration d'Israël au sein du Moyen-Orient et que ses alliés puissent officiellement faire des échanges politiques, économiques et tout ça. Et surtout, dans ces 5 dernières années, 10 dernières années, ça devenait de plus en plus important parce qu'il y a la montée du rival chinois au niveau comme puissance économique, politique, qui veut développer sa route de la soie en passant également par le Moyen-Orient. Et donc, il fallait consolider une normalisation entre Israël et les monarchies du Golfe particulièrement. Et un des objectifs du 7 octobre du Hamas, après on peut repartir sur, je pense qu'ils ont fait une erreur d'analyse sur un certain nombre de choses, mais un des objectifs du Hamas, c'est de casser cette normalisation qui fait peur. Ça vient 3 ans après les accords d'Abraham, mais c'était l'annonce qui devait arriver d'une normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël.
Et je pense fondamentalement que l'Arabie saoudite a fait le choix stratégique de la normalisation avec Israël. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, et une différence fondamentale qu'ils ont avec d'autres monarchies du Golfe, notamment Émirats arabes unis, Qatar et autres, c'est qu'ils doivent dealer avec une population nationale. La population nationale saoudienne, c'est à peu près 60-70%. Les Émirats arabes unis, Qatar, la population nationale, c'est 5 à 10%. Ces pays, en plus des énergies fossiles, euh, ont basé une dynamique d'accumulation de capitaux basée sur l'ultra-exploitation des populations travailleuses étrangères, particulièrement d'Afrique subsaharienne, Asie du Sud-Est et autres. Euh, donc, et c'est là où on voit que les Palestiniens n'ont jamais simplement lutté contre Israël, mais contre l'impérialisme occidental dans sa globalité et de ces dynamiques qui sont liées. Maintenant, quel est le rôle aussi de la région, des pays arabes? Je veux dire, s'il y a une manière de simplement expliquer leur rôle, c'est regarder le comportement de l'État égyptien par rapport à la Gaza March. Et ce qui vous permet de comprendre que les États arabes, dans leur globalité, n'ont jamais été des alliés de la cause palestinienne, ils l'ont instrumentalisé, exploité, ou le plus souvent maintenant, plus ouvertement, le voient comme une menace. C'est pas pour rien aussi que l'Égypte est le deuxième récipient de l'aide internationale américaine dans le monde. À peu près 1 milliard de dollars. Depuis quand? Depuis qu'ils ont fait la paix avec Israël, en 81. Et l'ouverture économique et autres, attrait des capitaux du Golfe. Jordanie est peut-être troisième, quatrième, ça dépend des années. Mais les deux jouent un rôle très important pour briser toute émancipation des Palestiniens et Palestiniennes, en plus de leur peuple. Le blocus de Gaza aurait été impossible durant plus d'une décennie sans la participation égyptienne. D'accord? De même, la Jordanie, dès que vous approchez de la frontière avec la Palestine occupée ou de l'ambassade israélienne, ils répriment. Et la majorité des États régionaux, c'est la même chose. Même ceux qui ont une rhétorique pro, entre guillemets, Palestine. Que ce soit la Turquie, qui maintient des relations économiques qui se sont étendues et développées avec le régime d'Erdogan, et qui même durant le génocide se sont continués, malgré un soi-disant boycott officiel, mais ils ont découvert l'année passée, parce que ça a été publié par l'Association des industriels turcs, donc on ne peut pas les accuser de quoi que ce soit, que les exportations turques, parce que depuis mars 2024, il y avait une interdiction officielle d'exporter vers Israël. Les exportations ont explosé de 1000% vers l'autorité palestinienne. Vous avez compris le truc, on fait rentrer les produits turcs à travers l'autorité palestinienne, et on ne peut pas aller en Palestine sans passer par les douanes israéliennes. Ou on faisait passer par la Grèce. Mais même l'Iran, historiquement, et la réponse iranienne était beaucoup plus violente, mais elle n'a pas eu le cas depuis le 7 octobre, ni même contre leurs alliés du Hezbollah. Lorsque Hezbollah a été attaqué, ils n'ont pas utilisé ces armes. Mais au-delà de ça, et c'est pour ça que je vais vous montrer que c'est par intérêt. Si on revient dans les années 80, l'Iran, lorsqu'il était en guerre avec l'Irak, ils ont pris des armes israéliennes aussi. Ça, c'est le truc Iran-Contraste. Mais au-delà de ça, à la suite ils ont investi beaucoup plus de forces militaires pour étendre force régionale, puissance régionale, contre les populations de la région, que contre Israël. Si on regarde l'apport militaire, économique et autres qu'ils ont fait pour le régime syrien, qui a détruit, qui a assassiné des Palestiniens, historiquement, en nombre, des milliers, des dizaines de milliers. Et surtout, vous regardez le rapport avec Hamas, qui n'a pas été toujours très bon. Il a eu des différentes périodes, mais ils n'ont pas hésité d'arrêter le financement du Hamas en 2011, 2012, pendant 3-4 ans, quelques années, c'est pas clair, avant un changement de leadership, parce que Hamas avait refusé de soutenir officiellement la répression du régime syrien contre sa population. Et ils avaient coupé le financement. Donc, tous ces régimes voient une menace dans la cause palestinienne. Parce qu'en plus, surtout pour les régimes arabes, où il y a toujours une solidarité populaire, chaque fois qu'on s'exprime pour la cause palestinienne, c'est aussi une critique des propres régimes qui va ressortir. Et beaucoup des
des militants et militantes dans ces pays, lors de la première intifada, ils ont fait leur première classe politique sur l'intifada. Ils sont devenus des militants et militantes qui ont joué un rôle très souvent très important dans le début des processus révolutionnaires en 2011. Et c'est aussi pour ça qu'Israël voit d'un mauvais œil toute forme de démocratisation dans la région, parce qu'ils savent qu'il y aura un soutien populaire pour la Palestine. Et là, c'est la seule fois où j'étais d'accord avec un officiel israélien. C'était en 2011, Avigdor Lieberman, à la suite de la chute de Moubarak, a dit, donc l'ancien dictateur égyptien, a dit la pire menace pour Israël, c'est un Égypte démocratique. Et on pourrait l'étendre pour la région. Et il dit, c'est pire que l'Iran. Et d'ailleurs, les premières manifestations coordonnées que vous avez eues de différents pays arabes euh, vers la Palestine ont eu lieu au début des processus révolutionnaires en 2011. De l'Égypte, Jordanie, Syrie et Liban, les marches du retour. Et donc, il y a des intérêts communs entre les Palestiniens et Palestiniennes et les populations régionales. D'ailleurs, la majorité, et ça s'est en plus renforcé depuis 7 octobre, des régimes de la région souhaitent des collaborations directes ou indirectes, pas simplement avec les États-Unis, ça c'est clair, mais avec Israël également. Et donc la cause palestinienne est une menace. Maintenant, je reviens, et donc quel est notre rôle? Ça va être ma dernière partie, moins longue. Comme je vous ai expliqué, le soutien et la possibilité d'Israël de continuer le génocide, il est possible grâce en premier lieu aux États-Unis, mais également aux États européens, qui fournissent pas simplement une couverture médiatique, mais une couverture politique, une aide politique, militaire. La Suisse aussi. Bon, les propos de Cassis, vous avez vu, il y a d'ailleurs une pétition maintenant que je vous invite à aller signer en ligne pour demander sa démission. Mais bien sûr, c'est pas que c'est symbolique de demander sa démission, mais ce qui doit être très clair quand on demande sa démission, c'est une condamnation de l'ensemble du Conseil fédéral de sa politique. Et les exportations vers Israël, que ce soit de produits à double usage, ça veut dire civil et militaire, ont augmenté l'année passée, quand il y a un génocide qui se passe. De manière générale, et là où on a un rôle, c'est de faire pression sur nos classes dirigeantes. C'est la meilleure manière d'aider les Palestiniens et Palestiniens, et notamment à travers le mouvement boycott des investissements en sanctions. Mais cela, quand on parle du boycott aussi, c'est très important de dire, alors je ne vous dis pas, c'est pas bien de le faire sur une base individuelle, de boycotter les produits. Mais le boycott, fondamentalement, c'est une initiative collective. Ça doit être dans un mouvement collectif. Ce n'est pas simplement dans une perspective individualiste libérale. D'accord? Par exemple, le boycott ou des investissements, vous avez maintenant 2 initiatives qui sont mises en place par des travailleurs et travailleuses du secteur public à Genève et en Vaud pour désinvestir tout investissement israélien des caisses de pension. Ben, vous voyez, c'est un mouvement collectif qui est fait. De même, quand vous allez devant Carrefour, etc., il ne s'agit pas vous individuellement de dire on ne va pas y aller. Non, on va aller collectivement dire pourquoi Carrefour ça ne va pas. On va aller faire des manifs. Donc voir le boycott comme quelque chose de collectif et pas simplement comme une mesure individuelle. Ouais, un peu le truc, comme on dit, shame them en anglais. Mettez-leur la honte, mettez-les, voilà, montrez-les. De même, et là, alors, il a raison, Elias, quand il dit on n'a pas beaucoup de choses à retirer de manière directe quand on s'investit sur la cause palestinienne d'intérêt direct, à part de dire qu'on est dans une cause juste, internationaliste, et qu'on refuse d'être complice d'un génocide. Et que surtout pour ceux et celles qui se sont investis, ont dû subir différentes formes d'oppression, de répression, de racisme et autres. Et c'est là aussi le racisme joue un rôle fondamental sur la cause palestinienne, je reviendrai. Mais moi, je pense honnêtement aujourd'hui qu'à travers la cause palestinienne, c'est bien sûr une cause internationaliste fondamentale, comme je vous l'ai expliqué, et les raisons pour lesquelles on doit se mobiliser, qui s'inscrit dans... Et c'est pas nouveau que voir les étudiants se mobiliser sur des causes internationales, ils ont souvent été à l'avant-garde, entre guillemets, de certaines causes, si on regarde au Vietnam dans les années 60, l'Afrique du Sud d'apartheid, et autres, et aujourd'hui c'est la Palestine. Mais aujourd'hui, je pense fondamentalement, à travers la cause palestinienne, c'est aussi nous défendre. Nous défendre et proposer un autre projet de société. Pourquoi je dis ça? Depuis 2008, la crise financière, économique, il y a une crise du modèle néolibéral économique, et je vous ai dit, l'alternative principale qui s'est développée, malheureusement, c'est l'extrême droite et fascisante. Et que les deux pôles et les gouvernants, ils ont peur de voir une alternative de gauche se développer.
Et ils ont instauré de plus en plus de pratiques autoritaires, empêché les manifestations. La première manifestation qui a été interdite sur la Palestine, dans l'Europe occidentale, c'est en France en 2014 sous François Hollande. PS. Enfin, en tout cas, il clame le Parti socialiste français. Et on a pu voir depuis aussi, après le 7 octobre, une accélération des mesures autoritaires, d'attaques sur les droits démocratiques, sur la liberté académique, sur la liberté d'expression, le droit de s'organiser, de manifester. De même, les différents mouvements qui ont voulu se développer sur une alternative, on peut dire réformiste de gauche, sans être révolutionnaire comme présenté, c'est Jeremy Corbyn en Angleterre, au Labour Party, et le Nouveau Front Populaire en France. Si vous regardez l'attaque principale sur ces deux mouvements, c'est sur la question palestinienne et l'antisémitisme. C'est ces deux questions. Corbyn, il s'est fait foutre dehors ou pousser vers la sortie par l'actuel Premier ministre britannique actuellement sur cette question de la Palestine et l'antisémitisme. Mélenchon, Rima Hassan, les autres, c'est sur la question de Palestine, etc. On interdit des organisations politiques sur la question de Palestine. Urgence Palestine et le jeune groupe Antifa, les jeunes gardes. On voit que là, et là où je rejoins Elias, c'est qu'à travers la Palestine, on a, et ce qu'on aime beaucoup parler à gauche, mais qui est vraiment, prend matériellement une réalité, c'est la convergence des luttes. Mais pas une convergence des luttes superficielles et autres, c'est l'accumulation d'expériences en commun de groupes qui n'avaient pas eu l'habitude de se rencontrer ou de faire des expériences en commun, que ce soit à travers les universités, que ce soit à travers les manifs et autres. Et c'est aussi de dire, se poser la question, c'est un limitus test, limitlus, je ne sais plus comment on dit, c'est un test la Palestine. Pourquoi? Parce que quand vous allez défendre quelle forme de féminisme? Aujourd'hui, hein, il y a des débats au sein des féministes si on considère, par exemple, et la Palestine, on le voit à travers cela, est-ce qu'on considère des femmes qui décident, comment on voit la question de l'antiracisme au sein du féminisme? Si on ne considère pas que l'antiracisme est un pilier fondamental du féminisme, on n'est pas une véritable, selon moi, féministe. De même de dire que les positions, les décisions qui ont été prises en France pour l'interdiction du voile ou l'imposition de certains habits est une mesure réactionnaire, de la même manière que la décision de la République islamique d'Iran d'imposer le voile est une mesure réactionnaire, parce que ça va à l'encontre de l'autodétermination des femmes. Mais aujourd'hui, la Palestine, c'est ça. Quand on dit, mais oui, mais ce n'est pas forcément une cause féministe, la Palestine. Bah, remettre, voilà, déshumanisation de facto. On va aller libérer les Palestiniennes du Hamas, comme on va libérer les Iraniennes de la République islamique d'Iran, comme on l'a fait avec l'Afghanistan en 2003. Alors déjà, on fait libération par des bombes, en empêchant d'avoir les droits reproductifs de base. Parce qu'aujourd'hui, plein de femmes meurent à Gaza parce qu'ils n'ont pas les besoins nécessaires pour assurer leurs droits reproductifs et autres. Donc là, on voit que c'est une conscience fondamentalement féministe. De même, comme je vous disais sur l'écologie, quel type d'écologie? Comment penser une alternative à cela? Et c'est une question fondamentalement antiraciste. Quand vous voyez comment la cause palestinienne a essayé ou est tentée d'être mise en avant dans la majorité des médias occidentaux, déjà, on ne montre pas la diversité des manifestants, manifestantes de la Palestine très souvent. On va vous dire c'est souvent les descendants des postes arabo-musulmans, et donc qui sont fondamentalement islamophobes, ils sont fondamentalement antisémites, parce que l'antisémitisme serait simplement réduit, comme le machisme, à des populations venant de l'étranger. Et c'est là où on comprend que, à travers la Palestine, on peut essayer de construire un projet alternatif. Et c'est aussi pour ça que la répression est si dure, parce qu'ils ont peur de cette alternative, de l'expérience accumulée ensemble par des gens qui ont des différentes expériences, background et autres, et que ça ne se passe pas forcément facilement, loin de là, hein, mais qui ont fait ces expériences en commun et qui veulent construire un projet alternatif à la fois à l'extrême droite et au projet néolibéral autoritaire.
Parce que le projet néolibéral autoritaire et l'extrême droite, surtout l'extrême droite, voient aussi Israël comme un modèle à suivre. Pourquoi? Parce que c'est un racisme complètement décomplexé. C'est des mesures, ils rêveraient de traiter les populations non blanches comme Israël traite les Palestiniens. Et les deux, néolibéral autoritaire, regardez comment ils ont transformé la Méditerranée. Regardez la montée toujours plus importante de l'islamophobie. Des mesures antidémocratiques, par exemple, en France, quelques années auparavant, on a interdit le CCIF. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était un conseil ou un centre qui enregistrait et qui défendait les personnes qui avaient subi l'islamophobie et qui mesuraient, etc. Ils ont dû s'exiler à Bruxelles, accusés de frérisme ou je ne sais pas quoi, conneries. Donc en conclusion, et je vais m'arrêter là, c'est de voir aujourd'hui la Palestine, bien sûr, comme une cause internationaliste fondamentale, comme le refus de toute une génération, à travers, d'ailleurs, soit jeune, plus vieux, mais on voit aussi cette énergie de la jeunesse, de ne pas être complice d'un génocide qui se passe en direct. On ne peut pas dire qu'on n'aura pas vu. Et pourquoi on parle de génocide? Bien sûr, un terme de droit international, mais comme aussi, qui a été d'ailleurs établi, mais c'est aussi de l'inscrire dans un projet colonial de peuplement qui vise à éliminer ces Palestiniens et Palestiniens, qui a des conséquences qui dépassent la région, qui a des conséquences, comme je vous l'ai dit, dans nos propres sociétés. Et dès lors, aujourd'hui, pour moi, s'investir dans la question palestinienne, c'est encore une fois défendre une cause fondamentalement humaniste. De la même manière, et ça encore une fois, c'est contrairement à ce qui est dit dans les médias dominants, beaucoup de gens qui sont investis sur la cause palestinienne sont investis pour l'autodétermination du peuple sahraoui, ou pour l'autodétermination du peuple kurde, ou pour la défense des populations indigènes qui ont subi également les colonies de peuplement, les génocides et autres. Ils voient les liens à faire. De même que les dominants voient les liens qu'ils ont à faire entre eux pour réprimer. Donc, et c'est de comprendre finalement, et ça sera vraiment pour l'instant mon dernier mot, c'est de voir que dans notre soutien à la cause palestinienne, et plus généralement des populations de la région, c'est de soutenir de manière internationaliste la libération et l'émancipation de ces classes populaires, mais aussi nous défendre nous-mêmes. Nous défendre nous-mêmes et de proposer, de construire, d'élaborer un projet alternatif de société contre les dynamiques capitalistes, contre les dynamiques du patriarcat, de l'exploitation, productiviste, raciste, etc. Et c'est ce qu'on retrouve un peu dans la Palestine. Donc c'est pour ça que moi, mon maître mot souvent, c'est de dire qu'on a un destin commun. On a un destin commun avec Gaza. Ça ne veut pas dire qu'on vit les mêmes choses, loin de là, mais c'est qu'en luttant pour la Palestine, on lutte aussi un peu pour nous. Voilà, merci.